terre qui est originelle, mais qu'ils ne connaissent pas. Ils sont complètement hexagonaux, ils sont revenus en France, c'est fini. Qu'est-ce qu'ils iraient faire en Algérie? Les terres, ou les... pour ceux qui en avaient, hein, et il ne faut pas exagérer de ce côté-là, entre les gros colons et les petits colons, c'est historique, ça. Alors, pour ceux qui en avaient, ou ceux qui n'en avaient pas du tout, parce que c'était des artisans, et puis c'est tout. Alors ceux-là, qu'est-ce qu'ils retrouveraient en Algérie? Mais rien du tout. Alors ils y retourneront pas. Voilà. Là où le problème est beaucoup plus vif, c'est celui des harkis, et il faut bien en parler. Parce que la réassimilation des pieds noirs à l'Hexagone a été beaucoup plus facile pour eux que l'assimilation des harkis. Et ça a laissé des traces. Je le dis très sincèrement et très nettement, pour une partie, par la faute des Français eux-mêmes et du gouvernement français de l'époque et de ceux qui l'ont suivi et qui n'ont pas pris les mesures nécessaires. Alors c'est là le problème. Mais autrement, nous, Français, depuis la guerre d'Algérie, 60 ans se sont passés, 60 ans d'événements se sont passés. Moi-même, j'appartiens à une génération qui est finissante. C'est celle qui a fait la guerre d'Algérie. Alors, d'une part, cette guerre, alors je l'ai faite sur la fin, et j'assure que je l'ai faite sans haine. Je n'ai pas du tout détesté mes adversaires, ceux de l'ALN, ceux de l'Armée de Libération Nationale. Pourtant, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour me battre contre eux. Hein. Et il ne faut surtout pas m'assimiler à un porteur de valises, loin de là. Les porteurs de valises, quand je les tenais au bout de mon fusil, il n'y avait pas de pardon, je les abattais. Et je ne regrettais alors strictement rien de ce côté-là. Bon, maintenant, cette guerre, je l'ai menée sans haine, et je n'ai encore aucune haine envers le peuple algérien. Non seulement j'ai pas de haine, mais j'ai de l'amour. J'ai appris à connaître l'Algérie, parce que j'y suis resté après la guerre, dans les rangs de l'armée française. Je suis resté 4 ans après la fin de la guerre. J'ai appris à l'aimer, au total, je l'ai aimé. J'ai cherché à m'imprégner de sa culture. J'y suis arrivé plus ou moins bien. Mais enfin voilà, voilà le sentiment que j'ai. Et je crois que un jour, Français et Algériens en arriveront au même degré d'amitié et de complicité que celui qui existe entre Américains et Britanniques. Voilà, Faisal. Exactement, c'est ce que je... Voilà, mon général, voilà, monsieur Abbassi, voilà, c'est ce genre de rapprochement qu'il faut faire. Bon, s'il y a une entente cordiale, comme on dit, entre les Britanniques et les États-Unis, ça peut exister entre les Algériens. C'est à peu près le même. Je dirais pas pour les Marocains ou pour les Tunisiens qui sont encore moins, mais je dirais qu'une particularité vis-à-vis de l'Algérie. Ça, je sais pas si c'est enraciné dans le sang. Je ne dénigrerai pas aussi la relation qu'il pourrait avoir avec l'Iran, avec les autres grandes puissances du monde, mais il y a une certaine particularité. C'est les deux pays, s'ils vont dans le même sens, je crois qu'ils seront en dehors des politiques. Hein, je parle pas, mais je parle des peuples. Ils sauront faire la paix et donner l'exemple à beaucoup d'autres pays qui ont partagé cette fraternité entre ces deux peuples-là, voilà. J'espère être compris. Bien sûr, bien sûr. Et là, j'ai pas de retour. Hein, oui, non, c'est bon, on vous a entendu là, Faisal. Est-ce que vous avez d'autres questions, Faisal?
Non, pas du tout. Donc, je vous dirai bonsoir et puis merci pour... bye, au revoir, monsieur. Merci Faisal, bonsoir. Mon général, vous parlez dans votre livre sur les sociétés militaires privées et leurs échecs dans le combat antiterrorisme. C'est-à-dire, est-ce que c'est très actif chez les Américains, mais en Europe, on n'utilise pas les sociétés privées, non? Si, bien sûr que si. Mais pour l'Afrique, en dehors de l'Europe. En dehors de l'Europe, et puis en France, ça prend peut-être en France et en Europe, ça prend d'autres noms. Alors sur la France, il faut tout de suite énoncer que les sociétés militaires privées, alors ça c'est leur nom officiel, hein. Oui. Moi je les appelle des mercenaires. Hein. Des mercenaires. Oui. Alors c'est interdit par la loi. En France. En France. On n'a pas le droit de monter des sociétés mercenaires. C'est interdit par la loi et c'est punissable par la loi. Nous sommes les seuls, d'ailleurs, presque les seuls dans le monde, mais les seuls en Europe, à avoir une telle loi. Bon. Alors ces mercenaires, ça existe depuis des siècles. Machiavel dans Le Prince en parle déjà et dit de s'en méfier. Je le cite parce que ce qu'il écrivait à l'époque a une singulière actualité. Ce sont de mauvais soldats, disait le prince. Enfin, disait Machiavel au prince, et le prince l'écoutait. Ce sont de mauvais soldats parce qu'ils se battent pour de l'argent. Et quand on a l'argent comme idéologie, bien sûr, on n'est pas prêt de donner sa vie dans la guerre que l'on fait. Alors, pendant des siècles, les mercenaires s'arrangeaient entre eux. Ah. Ben oui, bien sûr. Et alors on faisait la guerre, on faisait la guerre. C'est littéralement si on ne jouait pas au dé pour savoir qui a gagné, qui a perdu. Mais surtout, sans brutalité. Alors maintenant, les Américains se sont lancés dans les sociétés militaires privées, histoire de ne pas comptabiliser leurs pertes devant leur propre opinion publique. D'abord, c'est gênant. Deuxièmement, il faut payer des pensions aux veuves. Troisièmement, il faut les soigner quand ils sont malades ou blessés. Tandis que là, des mercenaires, on se fiche d'eux, ils n'ont aucun droit, etc. Alors on les engage en masse. C'est ce que font les Américains. Et ces mercenaires se conduisent très mal en Irak et en Afghanistan. À tel point que les troupes américaines s'en méfient. Alors, j'en dirai pas plus. Voilà. Je crois que c'est un avatar de ces guerres lointaines menées avec un large emprunt au système de communication où les opinions publiques sont lancées. Et où l'opinion publique joue un jeu. Et dans une guerre subversive, l'enjeu n'est pas territorial, c'est celui de la population. Aussi bien de la population que l'on combat, que la sienne. Il faut que cette population, la sienne, accepte cette guerre subversive et la soutienne. Alors pour cela, il ne faut pas la doucher avec des pertes trop fortes. D'où les milices privées, baptisées mercenaires, ce qu'elles sont, ou sociétés militaires privées. Et c'est ce que jouent les Américains. En plus, je le dis nettement, hein, et c'est pas la peine de tourner autour du pot. L'armée américaine est une mauvaise armée. Ouais. C'est pas une armée nationale. Ils ont engagé des Hidalgo, des Latinos et des Blacks. Voilà ce qu'ils ont dans leurs armées.
Tout simplement parce que les WASP, les bons anglo-saxons, ne veulent pas servir dans l'armée américaine, qui est une armée de métier. Alors ils leur promettent la naturalisation, Voilà. et à ce moment-là, ils les engagent pour 6 mois ou plus en Afghanistan ou en Irak, et puis on recommence. Alors, comme leur idéologie est celle d'obtenir la green card et le droit d'échapper à la misère en pénétrant sur le territoire des États-Unis, eh ben les voilà. Et il faut bien les faire relayer, alors les sociétés militaires privées y vont. Alors nous-mêmes en France, pays qui interdit cela, faisons attention, soyons très prudents et soyons lucides. Lorsque la police nationale abandonne son rôle de police de la nation au profit de la nation à des sociétés de vigilance, nous courons sur la voie du désastre. Ces sociétés de vigilance sont assimilables, elles aussi, à des systèmes de mercenariat. Et il faut faire attention parce qu'elles n'ont pas la discipline des unités de la police nationale. Et déjà dans ces unités de la police nationale, nous savons qu'il y a des problèmes. Et je parle des problèmes d'aujourd'hui. Nous avons une CRS, une compagnie républicaine de sécurité, qui fait acte au moins d'insubordination vis-à-vis de son ministère de l'Intérieur. Attention à ce malaise. Mon général, merci beaucoup. Alors, c'est-à-dire l'échec des Américains, surtout, on peut dire, l'échec comme vous avez écrit, échec mat, USA, en Afghanistan, en Irak, et tout ça, ça vient de cette armée privée. Non, pas uniquement, pour une part, oui. Alors, oui, j'ai écrit un livre, USA, échec et mat. Merci de le rappeler. Non, la politique américaine était viciée, d'une part. Deuxièmement, on ne mène pas une guerre subversive par des systèmes répressifs et uniquement répressifs. Ceci est contraire. Je parle là en technicien. Le but de la guerre étant la conquête de la population, c'est-à-dire des cœurs et des âmes, alors la lutte doit être menée strictement contre l'adversaire armé et en aucun cas contre la population. Et surtout, il s'agit d'épargner la population. Or, ce n'est pas ce qu'ont fait les Américains. Troisièmement, effectivement, alors les sociétés militaires privées, qui ont plus l'indiscipline des troupes américaines. Ce qui s'est passé au début de la guerre d'Irak, enfin, à la prison d'Al-Ghraib, est absolument extraordinaire. Il a fallu que l'opinion publique s'en mêle, c'est-à-dire les journalistes, pour que cela soit déclaré. À côté de ça, les procès pour torture, ou ce qui a été incriminé à l'armée française en Algérie, mais c'est vraiment de l'epsilon. De l'epsilon, à côté des photos de pyramides humaines qu'on nous a montrées dans tous les journaux à Al-Ghraib. Exact, exact. Nous sommes avec le général Henri Paris, mes chers amis, président du club de réflexion de démocratie avec un S, bien sûr. Ce soir, c'est le dimanche qui a commencé, 30 janvier 2011. Il est 1h27 du matin, mes chers amis. Et voici notre joli
rencontre avec le général Henri Paris, surtout sur son bouquin, le dernier, 14e livre du général Henri Paris, c'est Ces guerres qui viennent. Alors, ces guerres qui viennent, mes chers amis, 400 pages des informations assez intéressantes sur plusieurs sujets chauds, et surtout qu'aujourd'hui, vous pouvez constater ce qui se passe dans le monde musulman. Et comme je vous ai dit depuis toujours, le général Henri Paris avait une vision assez réelle et pratique, on peut dire, du monde, qui soit du monde musulman, du monde occidental, et surtout les actes américains. Mon général, dans votre livre, vous parlez des guerres nucléaires. Alors, vous pensez dans les guerres que vous venez de les écrire, les guerres nucléaires vont arriver réellement, à votre avis? Alors, là, je ne lis pas dans la boule de cristal. Hein. Oui. Je ne suis pas chiromancienne. Hein. Oui. Je fais de l'analyse militaire et de l'analyse politique et de la prospective. Je dis, elle est possible. D'abord parce qu'elle a déjà eu lieu. Oui. Deuxièmement, parce que deux États-nations, les États-Unis et la Chine, tous les deux nucléarisés, sont en train d'entrer en conflit. Tous les deux sont nucléaires, tous les deux vont utiliser l'arme nucléaire. Alors, soit réellement sur le terrain, soit à titre de dissuasion. Et c'est, à mon sens, le plus vraisemblable. Ce qui ne les empêchera pas, éventuellement, de l'utiliser, ce qu'ils appellent des armes tactiques, des armes de faible puissance, qu'ils sont en train de développer. Et ceci est remarquable. Et cela va à l'encontre de tous les pacifismes. Si je suis pacifique, et je répète, je le suis, je ne suis pas pacifiste, et je suis lucide. Lorsque l'on travaille à miniaturiser l'arme nucléaire, c'est pour pouvoir l'utiliser sur le terrain. Et il faut faire très attention à ce sujet. On dit que l'arme nucléaire est l'arme du dernier recours. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, s'agit-il de comprendre ce qu'est le dernier recours? Alors, si l'on reprend des exemples récents, le dernier recours en 2003 pour Saddam Hussein, c'était l'arrivée des Américains, des troupes américaines devant Bagdad. S'il avait eu l'arme nucléaire, est-ce qu'il ne l'aurait pas utilisée, ou au minimum menacé de l'utiliser? Et si l'on parle d'aujourd'hui, mais tout simplement d'aujourd'hui, les Américains n'ont plus aucune menace d'invasion à l'égard de la Corée du Nord.